Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un paradoxe du droit français qui est fascinant et surtout très actuel. Comment un pays qui se bat pour la liberté d'expression peut, en même temps, fermer des librairies à cause des livres qu'elles vendent? Ça peut sembler contradictoire et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, tout part de là, de cette phrase, 6 mots qui semblent gravés dans le marbre de la République. L'imprimerie et la librairie sont libres. C'est l'article 1er de la Grande Loi de 1881 sur la liberté de la presse. Un principe qui a l'air simple, direct, presque absolu. C'est le pilier qui protège depuis plus d'un siècle le droit de publier et de vendre des idées, même celles qui dérangent. Et pourtant, l'actualité récente nous montre une image beaucoup plus compliquée. On entend parler de librairies identitaires qui subissent des fermetures administratives, de sites web qui sont mis en demeure. Ce grand principe de liberté se heurte de plein fouet à la réalité de la diffusion d'idéologies de haine. C'est ce choc, ce conflit qu'on va essayer de comprendre. Alors, voyons d'abord comment cette liberté, qui paraissait si fondamentale, se retrouve aujourd'hui mise à l'épreuve d'une façon totalement inédite. Et là, on ne parle pas de théorie, mais de cas bien réels. Plusieurs librairies liées à des mouvements d'extrême droite, parfois qualifiés de nationalistes révolutionnaires, ont été fermées sur décision de l'État. Ces événements posent une question fondamentale. Où est-ce que la liberté de vendre des idées s'arrête et où est-ce que le délit commence? Pour vraiment piger les rouages et les subtilités de la loi française sur ce sujet, il n'y a pas de meilleur exemple. On va se pencher sur le livre le plus tristement célèbre de l'histoire, qui est devenu un véritable cas d'école. La question est simple, et pourtant la réponse est souvent une source de confusion. Alors, est-ce que oui ou non, on a le droit de vendre le manifeste d'Hitler dans une librairie en France aujourd'hui? Beaucoup de gens pensent avoir la réponse, mais vous allez voir, elle est bien plus surprenante qu'on l'imagine. Eh bien non. Aussi surprenant que ça puisse paraître, la vente de Mein Kampf n'est pas en soi illégale en France. C'est une idée reçue qui a la vie dure. En fait, depuis 2004, il n'existe plus aucune liste officielle de livres interdits dans le pays. La clé du problème, elle est ailleurs. Si on regarde le parcours juridique du livre, on voit une évolution vraiment intéressante. En 1979, on tolère sa diffusion, mais uniquement à des fins pédagogiques. Puis, en 2021, on a une grande maison d'édition qui publie une version scientifique ultra critique. En fait, l'État a changé de stratégie. Au lieu d'interdire et de cacher le texte, on a choisi de le contextualiser, de l'encadrer, en quelque sorte de le désamorcer. Et ce mot « désamorcer » est absolument capital. Il nous amène au cœur même de la logique juridique française. La solution à ce paradoxe, ce n'est pas l'interdiction, c'est le contexte. Voici le concept juridique clé, l'appareil critique. Qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de bouclier intellectuel qu'on va placer autour d'un texte toxique. L'idée, c'est de le transformer d'une arme de propagande prête à l'emploi en un simple objet d'étude historique. On lui retire sa capacité de nuisance pour en faire un document à analyser. Mais attention, une petite préface de 2 pages, ça ne suffit pas. Pour qu'un tribunal considère l'appareil critique comme suffisant, il faut du lourd, une introduction solide, une contextualisation historique précise, des notes de bas de page qui démontent la propagande et surtout une intention de l'éditeur qui soit clairement scientifique et non militante. Donc voilà, on arrive au point central. Le droit français, au fond, ne juge pas tant le livre en tant qu'objet, mais plutôt l'intention derrière sa vente. Vendre une édition de Mein Kampf pour faire l'apologie du nazisme, c'est un délit. Mais vendre une édition critique pour permettre de l'étudier, c'est l'exercice d'une liberté. Ce n'est pas le quoi, c'est le comment. Bon, tout ça, c'est bien pour les livres en papier. Mais on le sait, de nos jours, le principal champ de bataille pour la diffusion des idéologies, ce n'est plus la librairie du coin, c'est Internet. Et là, il y a une distinction juridique qui est super importante. La fermeture administrative, décidée par un préfet, elle vise un lieu physique, une boutique. En théorie, rien n'empêche le gérant de continuer son business en ligne. Par contre, une condamnation pénale, prononcée par un juge, elle vise la personne. Et le juge peut très bien lui interdire toute activité commerciale, que ce soit en ligne ou en magasin. La portée n'est pas du tout la même. Et le droit, il essaye de s'adapter. On a des outils récents comme le fameux Digital Service Act, le DSA au niveau européen, qui vise justement à réguler les grandes plateformes. L'idée, c'est de transposer ces principes au monde du numérique et de donner aux géants du web une vraie responsabilité dans la modération des contenus illicites. Comment ça marche en pratique? C'est assez simple. Un contenu qui est clairement illégal est signalé. Par exemple, une édition de Mein Kampf vendue en ligne sans aucun appareil critique. La plateforme a l'obligation légale d'agir, et vite. Si elle ne fait rien, les autorités peuvent aller plus loin et demander au moteur de recherche de bloquer le site ou de le cacher des résultats.
Mais attention, il ne faut pas être naïf, cet arsenal juridique n'est pas une solution miracle. Le droit a souvent un temps de retard sur les stratégies de contournement et il reste pas mal de zones grises. On fait face à 3 grands défis. D'abord, le jeu du chat et de la souris avec le langage. L'utilisation de l'ironie, des sous-entendus, pour diffuser une idéologie sans jamais tomber dans l'apologie directe. Ensuite, la vitesse d'Internet. Un site fermé ici peut réapparaître sous un autre nom là-bas en quelques heures. Et enfin, cette fameuse zone grise. Qu'est-ce qu'un appareil critique suffisant? La loi ne donne pas de mode d'emploi précis, ce qui laisse une grande marge d'interprétation aux juges et aux éditeurs mal intentionnés. On termine donc avec cette question qui résume finalement tout l'enjeu. La loi française, avec sa logique subtile du contexte, est un outil intellectuellement très fin. Mais est-ce qu'il est encore adapté à la viralité sans frontières du monde numérique, à la vitesse des algorithmes et à la puissance des plateformes mondiales? C'est une question qui, aujourd'hui, reste plus ouverte que jamais.